dire un mot des émergents avec Bruno Vanier, le président de GMO Assets. Bon, oui, il n'y a pas que l'Italie. Bonjour, Bruno. Bonjour. Non, mais quelques points quand même à minima d'inquiétude quand même sur certains pays émergents et pas des moindres. Un mot du Brésil, là, qui est paralysé depuis 10 jours par une grève. Une grève sur des transports. Ouais, qui semble mettre l'économie brésilienne dans une situation assez critique. Disons difficile. Hein. Ouais. C'est vrai que un nombre d'entreprises sont à l'arrêt parce que tout simplement elles ne peuvent pas transporter les produits qu'elles fabriquent. Donc clairement une situation qui, si elle se maintient, va risquer bien sûr de faire réviser les prévisions du PIB brésilien à la baisse. Hein. Bon, de fait, le marché clairement le sanctionne de manière assez dure. Hein. Marché et devise également, parce que les deux, au final, font que le marché perd presque 20% sur les dernières semaines. Donc, c'est une sanction quand même très très dure. Un peu comme d'autres pays, hein, la Turquie qui est également bien touchée par sa devise, la faiblesse de sa devise, l'Argentine également, l'Amérique latine en général est bien touchée depuis quelques semaines. Oui, bien sûr. Non, mais sur le Brésil spécifiquement, parce qu'on sait qu'il y a une élection présidentielle d'ici moins de 4 mois, je crois, maintenant, Bruno. Quel est le problème social, économique voilà, d'où vient le blocage là? Du fait de la hausse du prix du pétrole, hein, le carburant a été ajusté à la hausse et le nombre de transporteurs, hein, clairement pour leur carburant, on veut leur facture bien sûr augmenter. Enfin, c'est un producteur de pétrole, le Brésil. Le Brésil est producteur de pétrole, ce qui n'empêche pas les transporteurs brésiliens de le payer au prix normal, d'accord. Oui. Et alors vous savez que dans les années passées, il y avait un système de subvention sur le prix qui faisait que les variations fortes du prix du baril n'avaient pas forcément un impact fort. En tout cas, la volatilité du baril n'était pas forcément reflétée dans le prix de l'essence ou du diesel. Et là, depuis quelques années maintenant, c'était plus le cas. Alors le prix du pétrole était bas, c'était pas un sujet. Bien sûr, depuis quelques mois, le prix du pétrole a bien monté. Donc la facture, je dirais, d'essence ou de diesel pour les transporteurs s'est révélée être élevée, d'où la grève de certains. On a une grève de transport qui paralyse une partie de l'économie. Alors tout ça, bien sûr, c'est négatif à court terme. Alors ils ont obtenu quand même une sorte de gel du prix du diesel, voire une baisse également dans certains cas. Mais là aussi, c'est pas forcément une situation optimale. Hein, et bien évidemment, Petrobras, qui est le principal producteur, enfin les raffineries de Petrobras, le principal producteur de carburant, va être affecté sensiblement. Bon, et vous disiez effectivement, quand on regarde l'Amérique latine, l'ATAM dans son ensemble, oui, avec l'Argentine, le Venezuela, le Brésil, ça commence à faire beaucoup là. Alors, mettons de côté le Venezuela, qui est une situation particulière. Dieu merci, nous n'y investissons pas, et de toute façon, il n'y a pas de marché boursier, mais effectivement, la situation sociale et économique dans ce pays est catastrophique. Hein. Pour autant, le président a été réélu. Alors, on sait plus ou moins comment, mais clairement cette situation n'est pas de nature à nous rendre optimistes pour ce pays. En ce qui concerne les marchés, je dirais normaux, enfin les pays normaux, bien sûr, le Mexique, l'Argentine, le Brésil, bien sûr, leur devise est affectée, un peu comme, rappelez-vous, en 2013. Hein. Alors c'est vrai que le dollar se renchérissant, et le coût les taux d'intérêt américains se renchérissant également, on voit qu'on attaque quand même un petit peu les devises dites relativement faibles. Alors c'est le cas du peso argentin, du réal brésilien, du peso mexicain également, hein, qui là aussi on a des élections début juillet, c'est pas simple du tout. Et en Europe, plus près de l'Europe, on a la Turquie clairement qui est dans une situation assez inédite, hein, je dois dire, où l'interventionnisme du président auprès de la Banque centrale pose sujet, clairement. Et tout ça ne nous rend pas très optimistes, en tout cas à court terme, pour investir dans ces marchés. Alors heureusement, les marchés émergents, c'est pas que ces pays un peu plus voilà, compliqués. C'est ça. La question derrière, c'est est-ce que c'est une fragilisation générale des émergents? Parce que, bon, quand vous citez 2013, évidemment, pour les émergents, c'était vraiment pas une bonne période dans la globalité. Ou est-ce que non? Là, il y a quand même de la différence, de la discrimination et des marchés qui présentent encore, avec lequel vous êtes confortable là. Clairement, là, c'est vrai que vous faites bien le préciser. On a une différence quand même assez forte de marché à marché. Hein. Alors, je ne vais pas généraliser, mais plutôt en Asie, on a quand même plutôt des situations beaucoup plus saines. Hein. Clairement, certaines devises
n'ont pas du tout baissé. Hein. C'est le cas du renminbi chinois qui est très stable par rapport au dollar, du cas du dollar de Taïwan également, du won coréen, toutes ces devises qui représentent des pays qui sont en meilleure santé indéniablement, et qui ont un secteur export qui est plutôt très bien orienté du fait de la demande technologique qu'on constate partout dans le monde. Donc effectivement, on a je dirais des marchés de refuge indéniablement, et la Chine en est un, et non des moindres, puisque c'est le plus grand. Oui, non, c'est sûr. Petit commentaire alors sur la Chine et puis la guerre commerciale avec les États-Unis. Enfin, ça n'est pas une guerre commerciale, c'était une dispute, nous disait il y a 15 jours Steven Mnuchin. Non mais il y a 15 jours, on pensait que c'était réglé. Je grossis un peu le trait volontairement, mais il y avait un cadre, un compromis qui permettait d'avancer et de développer les échanges entre la Chine et les États-Unis. C'était quand même le storytelling il y a 15 jours, emmené par Steven Mnuchin, le secrétaire d'État au Trésor. Visiblement, Trump, la Maison-Blanche, en remet une couche en termes de pression en disant non, la liste des 50 milliards de produits chinois qu'on va surtaxer, on la finalise, on va vous la rendre publique et les sanctions, les tarifs seront appliqués à partir du 15 juin. Enfin, il reste sur le schéma comme si aucune négociation, aucun compromis n'avait été trouvé pour l'instant. Ça, c'est clairement une situation de négociation musclée, quoi. C'est un peu le terme approprié, j'ai envie de dire. Nous ne sommes pas très inquiets globalement sur ces frictions. Que ça va, ça vienne, ça vous inquiète pas plus que ça? Ça nous inquiète pas plus parce que on a l'impression que ça fait partie de cette négociation, quoi, donc de faire des allers-retours. C'est un peu dans l'ADN, je dirais, du président Trump. Je pense que les Chinois, face à ça, sont assez sereins quelque part, même si ça paraît paradoxal de le dire. Je trouve que face à un président qui qui a une position assez forte comme ça, ils ont les éléments pour négocier et ils vont le faire. Donc, j'ai envie de dire, ce va-et-vient, c'est un peu du bruit à court terme sur les relations sino-américaines. Là où on peut peut-être un peu plus inquiet à moyen long terme, c'est dans certains secteurs, notamment la technologie. On peut dire que quand même les Chinois ont une volonté très forte d'être leader mondial dans ces secteurs, et que dans certains cas, ils veulent aller vers une situation où ils n'auront plus à importer des composants majeurs, des composants qu'ils importent souvent des États-Unis. Donc là aussi, la position américaine n'est pas forcément aussi forte qu'on pourrait le croire, notamment sur la partie technologique. Donc ça, il faudra, je pense, vivre avec pendant encore que quelques années, mais au global, si on reste dans un cadre, je dirais, de négociation commerciale, je pense qu'on peut vivre avec, et que c'est pas forcément le plus mauvais cadre, en fait. Bon, à l'instant, Emmanuel Macron, alors depuis l'OCDE à Paris, qui plaide pour une vaste réforme de l'OMC. L'Union européenne, les États-Unis, la Chine, le Japon doivent négocier pour réformer l'OMC. Bon, réformer l'OMC, sauf que Wilbur Ross du commerce américain, qui est à Paris aussi à l'OCDE, nous dit non mais de toute façon nous l'OMC c'est fini. Alors je sais plus quelle est la phrase qu'il a utilisée. On en a marre des palabres interminables du multilatéralisme. Donc voilà, donc nous c'est bilatéral et réformer l'OMC si vous voulez, mais nous du point de vue chinois, j'ai envie de dire, les Chinois peuvent être multilatéralistes avec le reste du monde et bilatéralistes avec les États-Unis. Ça leur posera pas un problème de religion, je vais dire. Merci beaucoup Bruno, merci d'avoir été avec nous en plateau pour commenter l'actualité des marchés émergents, un spécialiste de l'investissement dans les marchés émergents, dans les actions émergentes. Bruno Vanier, le président de Gemway Assets, avec nous dans Intégral Bourse.